On voit rien de l'usine, on voit rien quand dans cette ville, on voit juste un grillage. C'est un vallon, c'est un petit vallon très encaissé avec une végétation très dense autour. Ce qu'on sait du site, c'est qu'il fait 100 hectares. Alors on est ici à Pont-de-Buis dans le Finistère, sur une colline qui est en face de l'usine Nobel Sport qui fabrique donc des grenades lacrymogènes et des munitions de lanceurs de balles de défense donc tirées par les LBD-40, qui est la dernière version des flashballs, celles aujourd'hui les plus utilisées par la police. Alors je pense pas que ce soit un sujet tabou, je pense plus que c'est un sujet complètement inconnu. C'est-à-dire que la plupart des gens déjà ne s'y intéressent pas et on leur apprend vraiment quelque chose quand on leur dit oui, sur votre sol à Pont-de-Buis il y a une usine qui produit des armes qui sont exportées et qui tuent des gens que ce soit en France ou ailleurs. Enfin, même des habitants de Pont-de-Buis ne savaient pas ça et c'est bien de pouvoir mettre en lumière ce sujet justement en y allant, en faisant des actions et c'était le but de ce camp-là d'ailleurs. C'est vrai que Nobel Sport, faut savoir que c'est 900 tonnes de produits finis prêts à l'emploi, donc c'est que des produits dangereux, donc les gaz lacrymaux, les cartouches, tout ce que tu veux, et c'est 10 tonnes de poudre noire prêt à exploser aussi. Donc ce qui fait du site un site Seveso seuil haut, et avec trois accidents qui font de ce site c'est un site Seveso seuil haut. Ça c'est le plan particulier d'intervention, donc c'est des documents officiels, hein. Donc les activités sont les poudres de chasse et de tir sportif comme je viens de te dire, et sinon c'est la production de produits pour le maintien de l'ordre, grenades lacrymogènes, grenades fumigènes, moteurs de propulsion pour grenades, cartouches propulsives, produits pyrotechniques militaires, production de matériaux plastiques et composites, stockage et expédition de produits finis, destruction des déchets pyrotechniques. Dans les quartiers populaires, chaque mouvement, chaque moment de révolte, chaque moment est toujours durement réprimé et le flashball est l'arme qui permet justement d'éviter ce qu'ils appelaient les bavures. Et depuis les années 2000 à peu près, les militants commencent à être également exposés par les tirs. C'est la gestion en effet des masses, quoi, la gestion de la foule, des manifestants, de la population par la peur. On vide le sens des luttes et on va simplement montrer une violence a priori. Les tirs par ces balles qui mutilent rendent la manifestation comme un endroit de danger, de risque, de blessures physiques, alors que on réprime simplement le droit des gens de manifester qui est, il faut le rappeler, constitutionnel. Donc ça fait partie de l'ADN, on va dire, de la République qu'elle bafoue elle-même. Il y a plusieurs techniques de tenter de mettre à distance les manifestants. Toutes les armes vont être utilisées dans un même but, c'est-à-dire former une sorte de guerre, importer la guerre à l'intérieur même de la cité. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette différence entre une gestion policière et une gestion militaire. Il y a une militarisation des outils de répression. Donc la militarisation, elle s'utilise aussi avec l'hélicoptère. C'est quand même quelque chose qui appartient plutôt aussi à l'imaginaire colonial et à l'instrument colonial d'oppression, de montrer la présence, de montrer la supériorité technique, etc. Donc de plus en plus, en fait, il n'y a plus de séparation entre les armes policières et les armes militaires. Il y a une militarisation de la répression en France. Ce qu'on peut dire aussi de Nobel Sport, c'est que c'est que 110 ouvriers, quoi. Parce que tout le monde parle de l'emploi, mais c'est une commune de 3000 personnes et ça fait pas vivre énormément de personnes dans cette commune, alors que ça enrichit énormément des investisseurs. De plus en plus, on va interdire justement les manifestations, on va interdire les mouvements sociaux qui pourraient, eux, être les tenants d'un vrai discours, d'un vrai dialogue social. Et donc en fait il y a une fermeture et donc l'idée c'est à tout prix de pouvoir mater les populations contestataires de la politique. Et donc c'est aujourd'hui la façon dont les États modernes, démocratiques entre guillemets, vont gouverner. On va gouverner par le tonfa et par le 49.3. Nobel, c'est celui qui a créé la dynamite. Et sport, je sais pas. Eux, ce qui est marqué dans leur plan d'intervention, c'est dans leur production, c'est qu'ils font de la poudre de chasse et de tir sportif. Mais moi, quand je cherche tir sportif, je m'aperçois que c'est effectivement
du tir normalement sur des cibles, dans des clubs. La poudre Vectane, qui est fabriquée à Pont-de-Puy, elle est utilisée dans toutes les armes de poing. Voilà. Et les armes de poing, c'est des armes de poing. C'est pas du tir sportif. Ça, c'est ironique. Ça vaut pas le coup. Ce que je peux te dire, c'est que ça a été cédé en 96. C'était un monopole d'État et que ça a été cédé à une boîte privée. Et ce qui fait que, et c'est depuis ce temps-là qu'ils ont diversifié leur production vers les produits de maintien de l'ordre. Plus d'interdiction de tir dans le triangle génital, comme ils disent eux-mêmes. Vaut mieux pas tirer au visage, quoi. Il n'y a plus une interdiction qui est posée, il y a plutôt une recommandation de tirer plutôt dans le torse et dans les jambes. Et ce qui renverse complètement en fait la prescription, quoi. Ces blessures et ces mutilations, à savoir ces traces de la répression inscrites dans les corps on peut dire définitivement, fabriquent de la peur auprès de toutes les personnes qui nous entourent, mais plus largement vis-à-vis de toutes les personnes susceptibles de descendre dans la rue pour manifester ou d'occuper une ZAD, etc. La volonté, là, c'était d'attaquer l'usine d'armement Nobel Sport. C'était pas une volonté d'attaquer l'usine d'armement, c'était tout d'abord de faire un rassemblement massif, offensif, à côté de l'usine. De montrer qu'il est possible également de lutter contre les violences policières à la base, à la racine. Et c'est aussi pour montrer que derrière l'imaginaire des forces de l'ordre, derrière l'idée que l'on peut se faire des forces de l'ordre qui répriment les populations manifestantes, c'est de montrer qu'il existe à la base de cette action de répression une industrie, une entreprise capitaliste qui va, elle, faire de l'argent sur des outils d'oppression, de répression, de mutilation et de meurtre. Le but, c'était pas de rentrer dans l'usine, de tout casser et de foutre le feu au risque que ça explose et qu'il y ait un accident majeur. Le but, c'était de montrer que l'usine était une vraie passoire et d'attirer un peu l'œil des médias. La base première, c'était on allait rentrer sur les abords de l'usine, défiler, s'installer en piquet de grève, comme ce qu'il y a eu en 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse. Et juste, le but, c'est comme c'est une zone Seveso, ça aurait bloqué directement la production. C'est peu, mais c'est aussi un message qu'on a envoyé évidemment pour nous, et également à l'international, pour montrer que nous sommes capables, par exemple, peut-être, si on s'organise suffisamment, de bloquer les productions d'armes qui seront ensuite exportées lors des mouvements sociaux qu'il pourrait y avoir dans des pays ou dans les pays à l'étranger. Du coup, on a manifesté, on s'est fait bloquer, on a fait un petit circuit dans la ville, on s'est fait bloquer sur un pont avant l'entrée de l'usine. Et là, il y a eu une prise de parole, et ensuite, il y a eu des jets de peinture, quelques actions offensives. On a essayé de les contourner sur un autre pont où on s'est encore fait bloquer. Le dispositif policier qui a été mis en place, c'était vraiment pour l'usine, c'était vraiment pour bloquer tout accès à l'usine. Le but, c'était de protéger l'usine et seulement l'usine. Ouais, exactement. C'est-à-dire que on a constaté que vraiment, si on avait voulu mettre la ville, tout casser, ce qui évidemment n'était pas le but, mais on aurait pu le faire et les gendarmes n'auraient pas bougé du tout, quoi. La deuxième nuit, on devait aller retourner devant l'usine pour faire des lectures de témoignages, de récits d'habitants de la ZAD, de manifestants qui avaient eu affaire à la police ou qui avaient envie de raconter leur expérience par rapport à la police. Et on a fait cette lecture-là, bloquée devant un barrage de flics, encore sur un pont d'ailleurs. Et beaucoup de grilles ont été sabotées en fait. Ils sont comment les habitants autour de la ville ? Enfin, est-ce qu'ils en parlent ou est-ce que c'est un sujet tabou ? Moi, ils en parlent pas beaucoup, non. C'est plutôt un sujet tabou. Ils se vantent pas d'écraser des révolutions ou des gens qui veulent leur liberté dans d'autres pays, quoi. Les gens ne sont pas mis en contact, c'est cloisonné. Ils savent pas ce qui se passe d'un atelier à un autre atelier. Je pense que c'est plus facile à comprendre sur les gros engins militaires, des avions, puisqu'on parle des ventes de Rafale, tout ça fait l'objet d'une médiatisation, puisqu'il y a des gros contrats à la clé et que c'est supposé être un axe de croissance de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Mais en revanche, pour effectivement la répression, c'est un peu invisible. On n'imagine pas, des grenades, il faudra en fabriquer. Et oui, il y a des gens qui gagnent leur vie à ça, et éventuellement, dans le cas de cette usine de Pont-de-Puy, qui profitent de moments particuliers dans le monde où il y a des révoltes, en se disant ça ouvre un marché. Et ce que nous racontaient ce matin des gens du coin, c'est que dans ces cas de révolte,
eh bien on va doubler ou tripler le personnel, on les passe en 3-8, on ouvre 3 chaînes de production et on répond à la demande. Ce qui veut dire que cette économie-là est complice de la répression et se fait de l'argent dessus. Ça je pense que c'est pas du tout visible et connu, quoi. Il n'y a plus envie de faire des minutes de silence. Il n'y a plus envie de défiler derrière des camions CGT ou autres syndicats qui vont distribuer des galettes saucisses et juste dire on n'est pas content, on va rentrer et puis finalement on aura perdu les combats. On a une jeune génération qui a vu beaucoup de combats être perdus, par exemple celle des retraites qui est assez mythique, hein, ce mouvement autour des retraites et qui a été perdu sans vouloir et qu'on a finalement baissé la tête. Et donc il y a beaucoup de populations aujourd'hui, de militants qui ne veulent plus justement baisser la tête. Troisième journée, il y a eu des débats dans le camp, projection de films le soir d'avant. Et on avait organisé une espèce de balade pour aller vers l'usine en essayant de contourner un peu les dispositifs policiers. On a réussi, après moult périples, à se retrouver devant les grilles de l'usine dans un champ en face. Il y avait un dispositif policier assez impressionnant avec des canons à eau, des fourgonnettes qui étaient là, plein de GM casqués. Qui est tous armés jusqu'aux dents. On s'est retrouvés dans le champ et on s'est dit que les attaquer ce serait débile en fait. Il y aurait plus de blessés et d'arrestations qu'autre chose. Alors on leur a fait une petite blague. On s'est mis tous en ligne en faisant semblant de charger et on a clairement vu la panique dans leurs yeux quand ils ont tiré leurs grenades lacrymogènes. Ça a fait un immense nuage sur le terrain et on s'est tous mis à éclater de rire et on est reparti en rigolant. On est redescendu tranquillement sur la route. Et là, ceux qui avaient envie de s'affronter un peu avec les GM sont allés à l'affrontement, mais c'était plus de leur envoyer quelques pétards et de partir ensuite. Si l'État commence à vouloir mater la meute, et ben les populations qui sont là, la meute, montrent les dents. Et c'est une logique, c'est-à-dire que dans un dialogue social, au bout d'un moment, quand il y a une rupture de dialogue, c'est-à-dire que quand on manifeste pour l'intérêt général ou la volonté d'une idée qu'on fait l'intérêt général, et que l'État impose directement la répression policière, et ben forcément, en face, de manière nécessaire, il va y avoir des manifestations plus offensives. Donc 90% du chiffre de la production est destiné à l'export. Et donc forcément, quand on fait des recherches, on s'aperçoit que ça va vers des pays démocratiques, mais hélas vers des pays non démocratiques aussi beaucoup. En 2014, il y a un gaz qui est fabriqué à Pont-de-Buis qui a été utilisé au Burkina Faso contre les manifestants, donc par Blaise Compaoré. Et c'est un gaz qui est interdit à la Convention de Genève. Donc Nobel Sor a le droit de le fabriquer, a le droit de le vendre à l'extérieur de l'espace Schengen, et c'est quand même un produit interdit à la Convention de Genève, et donc on le fabrique en France. Quels sont les pays de première exportation ? Ah bah là tous les régimes, les printemps arabes en ont tous utilisé, Ben Ali en a utilisé. Sinon il y en a, on l'a retrouvé au Canada, on l'a retrouvé en Grèce, au Bahreïn, au Qatar, en Égypte, et voilà, au Burkina Faso. Mais la liste est longue, hein, la liste est très très longue. Il y avait des réactions diverses, mais il y avait beaucoup de gens qui comprenaient très bien qu'on soit là en train de protester contre quelques entreprises, même si c'est chez eux, qui mutilent les gens et qui les répriment dans leur corps avec ce type de produit qui n'est pas anodin. Les gens du coin, ils ont la mémoire des accidents.
1975, 3 morts, 80 blessés, des maisons soufflées, détruites tout autour de l'usine. En 2006, il y a un ouvrier qui est mort. En 2014, il y en a 3 qui ont été blessés gravement. Donc il n'y a pas trop besoin de leur rappeler que leur usine, elle sent la mort, quoi. Le policier n'est pas coupable. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui légitime l'utilisation d'armes et qui légitime la mutilation et l'assassinat de militants. Et ce système qu'il est politique, il est juridique, il est médiatique et il englobe finalement la population globale dans une sorte de léthargie qui aujourd'hui ne se pose plus les bonnes questions. On se dit, si le jeune homme est mort, c'est qu'il l'avait mérité. C'est un casseur, c'est un zadiste, etc. C'est l'idée de montrer qu'il existe une violence contre violence. On va détourner le mot violence. On va parler de violence urbaine, on va parler de zone de non-droit, et on va parler justement de force de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a bien une opposition entre les deux idées. On va préparer les populations à ne pas être outrées de ça. Une semaine avant, la presse, par exemple, va dire les zadistes manifestent, comme ils ont fait là pour Pont-de-Buis. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cherché à comprendre quel est le mouvement qui s'est mobilisé pour faire venir des personnes pour lutter autour de ce camp. Ils ont tout de suite appelé le mot zadiste parce que ça fait intervenir dans l'esprit des gens une catégorie de personnes qu'ils ont commencé à enregistrer comme des personnes violentes, qui retournent les villes, etc. Armons par police, Guadzovar ou Touarn, Cazeneve. Il y a du sang sur tes mains, Cazeneuve. A Rabat, mañana, à Lazan, Iskeleriou, en frora la Bethlehem. Il ne faut pas, il est interdit de mutiler, de tuer les manifestants en France et partout dans le monde.